Salut tout le monde, bienvenue donc sur ce nouveau numéro d'Éruption. Éruption, donc c'est le podcast de l'ETNA, l'école des technologies numériques avancées, école en 5 ans, 100% en alternance. Pour ce nouveau numéro, on est dans les locaux d'un acteur de la finance. On a la chance d'y interroger donc son DSI. On est plus particulièrement donc chez EasyBourse. Salut Cyril. Salut Wilfried. Merci beaucoup donc de se prêter au jeu de ce podcast. L'objectif, toujours le même, donner un maximum de tips, de retours d'expérience à des étudiants actuels et en devenir. Et donc justement, l'idée, c'est d'interroger ceux qui ont fait le chemin jusque-là, qui le font encore, parce que ce n'est pas encore terminé. On va s'attaquer à 6 thématiques aujourd'hui. Avant d'attaquer ces 6 thématiques-là, j'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses nous introduire EasyBourse, la société, ce qui marque votre positionnement et peut-être aussi certains différenciants par rapport à la concurrence. Ça marche. Donc EasyBourse, c'est une société qui a été fondée en 2006 par des passionnés de la bourse. C'était une équipe de journalistes à l'origine qui publiait de la news tout au long des journées de bourse avec un forum très actif. Ça a été racheté en 2008 par la Banque Postale et en 2009, on a lancé l'offre de courtage en ligne qui est la proposition de valeur aujourd'hui d'EasyBourse sur les marchés financiers. Le courtage en ligne, c'est la possibilité pour des particuliers d'acheter et de vendre des produits de bourse, donc des titres. Si je veux acheter 10 actions totales, je vais sur EasyBourse, j'achète 10 actions totales et ça tombe sur un compte bancaire, un compte titre qui héberge ces titres-là. On est une structure d'une 50aine de personnes aujourd'hui chez EasyBourse et on réalise environ 1 million d'ordres par an répartis sur nos 50 000 clients. Voilà pour qui on est. On en avait un petit peu parlé pour préparer ce numéro, mais aujourd'hui, cette entreprise, en quoi elle mérite justement d'être mieux connue de ce monde étudiant, des jeunes professionnels dans la tech? Alors, côté tech, EasyBourse, j'ai fondé le système d'information d'EasyBourse puisque je suis arrivé au moment de l'offre de lancement du courtage en ligne. Je suis arrivé toute fin 2009 et j'ai monté les systèmes d'information d'EasyBourse puisqu'aujourd'hui on est sur du 100% Kubernetes. On est sur du 100% on-premise, donc on n'aura pas de cloud chez EasyBourse, on n'aura pas de Amazon ou d'autres GCP Azure. On est vraiment sur nos propres machines qu'on a achetées et qu'on exploite nous-mêmes. Donc ça, on est sur du Kubernetes qu'on appelle le hardware, vraiment le côté un peu dur de la tech. Et on déploie là-dessus tout un ensemble d'outils open source. On est très axé open source, bien évidemment, qui font tourner et vivre toute l'entreprise. Pour la partie tech. Très clair. Donc première thématique qu'on souhaite aborder un peu sur un mode freeze chronologique, c'est si tu avais 18 ans aujourd'hui. Tu as 18 ans aujourd'hui, on est en 2025, tu dois démarrer et construire une carrière dans l'IT. Première chose à faire, la formation donc. De ce fait. Vers quoi aujourd'hui tu déciderais de te tourner? C'est un vaste sujet. Je vais peut-être repartir en arrière quand moi j'avais 18 ans. Donc c'était fin des années 90. J'ai 18 ans et à cette époque-là, les écoles d'informatique, ça courait quand même pas les rues. Il n'y en avait pas des masses. Et surtout, en fait, tous ceux qui étaient dans ces écoles, ou tous ceux qui étaient dans l'informatique d'une manière générale, étaient des gens passionnés. Et finalement, si j'ai 18 ans en fait et que je veux me lancer dans l'informatique, il faut se passionner pour l'informatique parce que c'est des domaines tellement vastes, des domaines qui vont nous emmener dans des horizons de connaissances qu'on n'a même pas idée quand on commence, qu'il faut être capable de creuser, d'aller chercher très loin l'information pour pouvoir se l'approprier, l'acquérir et l'exploiter après par ailleurs. Donc vers quoi je vais me tourner quand j'ai 18 ans ? Je dois élargir mon champ d'horizon. Je dois être capable de comprendre finalement dans quel environnement je vais évoluer. Pour ça, alors moi, à titre personnel, j'ai fait de l'alternance et je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'alternance pour vraiment se mettre le pied à l'étrier. On verra des petites choses parce que quand on est alternant, on ne travaille pas forcément systématiquement sur des très très gros sujets, mais on a le mérite d'avoir beaucoup d'expériences différentes qui permettent
d'étayer finalement la vision qui est souvent très partielle quand on démarre sur ce type de métier. Il y a des erreurs majeures qu'il ne faut pas faire ou pas quand on a 18 ans? Penser que c'est facile? Ouais. Non, il n'y a rien de facile dans l'informatique. Même si on est très très bon, il n'y a rien de facile. L'IT, c'est un apprentissage constant. Parce que j'ai fini mes études fin des années 90, donc j'avais une certaine somme de connaissances qui m'a servi. Et aujourd'hui, en 2025, j'ai probablement appris infiniment plus que ce que j'ai appris pendant tout mon cursus scolaire. Et probablement que dans les 10, 15, je ne sais plus combien d'années il me reste encore, mais j'aurais encore appris infiniment plus et voire oublié encore autant. On reviendra sur ce parcours justement, mais est-ce que le garçon qui avait 18 ans à l'époque, il pensait devenir un jour DSI d'une société? Alors DSI, non. Mais à l'époque, j'avais déjà cet esprit d'entrepreneuriat et qui fait un peu le sel du DSI aujourd'hui. Quand on est DSI, on n'est pas manager d'une équipe de gens à qui on dit quoi faire. En fait, on est responsable d'une entreprise. On est dirigeant d'une entreprise, littéralement. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe dirigeante d'Easy Bourse, bien évidemment. Et mon patron, qui est le président d'Easy Bourse, me dit, mais Cyril, tu es un dirigeant aujourd'hui. Quand on travaille ensemble, je travaille avec un autre dirigeant d'entreprise qui gère un pôle que lui-même ne comprend pas. Il est président d'une entreprise qui fait de la finance, mais dont l'activité principale, c'est quand même de l'IT, puisque c'est notre vitrine, c'est notre capacité à fournir le service à nos clients. Et pour autant, ce n'est pas du tout son sujet, hein, l'informatique. Et à ce titre, le DSI d'une entreprise est un des dirigeants majeurs de l'entreprise. Donc il faut être entrepreneur pour être DSI. Donc il n'y a pas un grand étonnement, tu étais ambitieux à l'époque même, Oui. jeune. Oui, Ouais. oui, mais je pense que quand on a 18 ans, il faut être ambitieux. Ouais. On doit avoir cette ambition, on a envie de changer le monde quand on a 18 ans, et c'est normal. C'est l'âge qui veut ça, et c'est très bien, il faut garder cette âme, pas d'enfant, mais d'avoir envie de changer les choses. Donc justement, avec ce regard aujourd'hui que tu as en ayant et en manageant justement pas mal de personnes dans l'univers de la tech et donc de ton univers en termes de système d'information, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un jeune étudiant, même en devenir, je dirais, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à une compétence, une connaissance qu'il doit maîtriser impérativement le plus rapidement possible au début de son cursus professionnel, de formation même? Oui, la compétence, la première, hein, c'est de savoir apprendre. Comme je le disais à l'instant, on apprend tout le temps. On ne reste jamais sur des acquis. Donc il faut être capable d'apprendre, pas seulement pendant sa scolarité, mais tout le temps. Aujourd'hui, ce que je sais, je ne le savais pas quand je suis sorti de l'école, et je l'ai su parce que j'ai acquis la capacité à apprendre au fil du temps. Voilà. Quand on lit une documentation, c'est pas juste lire une documentation pour répondre à un besoin à un instant T de quelque chose qu'on a besoin de faire. C'est comprendre comment le logiciel qu'on est en train d'implémenter fonctionne, et apprendre ce fonctionnement et cette connaissance qu'on a acquise. On l'a acquise pour le soft, pour la tâche qu'on est en train de réaliser finalement, et puis pour tout ce que l'on va faire plus tard sur l'ensemble des softs ou l'ensemble des applicatifs qu'on va devoir gérer par la suite. Et donc, si je reprends l'exemple d'un étudiant de l'ETNA, par exemple, un étudiant de l'ETNA donc, démarre sa classe préparatoire, ses classes préparatoires ici à l'école, sachant qu'à l'ETNA, on a donc 2 piliers de formation majeurs, hormis les spécialités qu'on peut avoir notamment en master. Soit on va se former principalement au métier du développement, Oui. soit au métier de l'ingénierie système et réseau. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant côté dev et un étudiant côté ingénierie système et réseau de disposer, qu'est-ce que tu leur dirais justement en termes de connaissances à disposer le plus rapidement possible? Quels sont les socles vraiment qui sont déterminants d'acquérir en début de formation?
Alors, c'est une question qui est complexe parce qu'en fait, là, on est en train de parler de dev et d'ops. Ouais. Donc, le développeur doit être capable de créer une application et de l'implémenter dans un environnement dans lequel il lui-même s'exécute. Et cet environnement, c'est l'ops qui va le mettre à disposition et qui va s'assurer que l'ensemble des prérequis de l'applicatif soit disponible ou soit opérationnel pour une bonne exécution. Et donc, on comprend bien qu'un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait dans quel environnement son code va s'exécuter. Et le bon ops, c'est celui qui sait quelles sont les contraintes du développeur pour pouvoir apporter le bon environnement d'exécution. Donc ce sont deux profils qui sont très complémentaires et le meilleur des deux mondes, c'est quand ils se rapprochent et qu'on devient à la fois dev et ops. Est-ce qu'il y a une bonne voie? Alors, je ne suis pas sûr, mais un bon ops sera un bon développeur. Et un bon développeur sera un bon ops aussi. Les deux se complètent. Il faut choisir la voie qui nous paraît la plus facile à apprendre, à acquérir, à monter en compétence, parce que dans les deux cas de figure, il y aura énormément de choses à apprendre. Le développeur est, je dirais, plus facile. Le développement est plus facile à appréhender finalement. Faire du dev, c'est assez simple finalement. Ça se résume à peu près toujours au même sujet. C'est des books, c'est des fonctions, c'est des conditions, c'est de l'algorithmie. C'est relativement simple, hein, Ouais. toute proportion gardée par ailleurs, à contrario de l'Ops qui lui aura énormément de compétences à acquérir. Il faudra qu'il connaisse les systèmes, donc les systèmes éventuellement Windows, même si je ne préconise pas, ou plutôt du Linux. Il va falloir qu'il connaisse le réseau, il va falloir qu'il sache comment interagit le système avec l'ensemble des composants matériels, il va falloir qu'il connaisse voilà, toute la partie sécurité souvent. C'est également à l'Ops que ça va incomber. Donc il y a énormément de compétences qui vont devoir être acquises côté Ops. Là où côté développement, on aura un spectre de compétences plus focalisé, je dirais, et qu'il va falloir développer et donc étirer pour faire du bon développement par ailleurs. Tu penses justement que, Ouais. en termes de stack technique, il y a donc des bases à maîtriser très rapidement ou non, pas plus que ça? Est-ce qu'il y a des stacks techniques aujourd'hui qui Le sont vraiment... prérequis, la base de la base, c'est Linux, de préférence, hein, c'est un système bien ouvert, un type Debian par exemple, qui est vraiment très bien. Maîtriser le réseau, il faut être capable de comprendre les systèmes de NAT, de PAT, des différentes couches réseau, hein, layer 2, layer 3, pour bien comprendre comment tout ça interagit les uns entre les autres. Ça, c'est vraiment les fondamentaux, il faut commencer par ça. Après, une fois qu'on a ces bases-là, on aura d'autres compétences à mettre en œuvre assez rapidement. Typiquement, pour un développeur, il va falloir comprendre la notion de threading assez rapidement pour pouvoir bien comprendre comment tout ça s'organise. Et le threading par rapport au langage que l'on choisit. Je prends un cas simple, hein, typiquement, si on prend Node.js par exemple, donc tout ce qui est NPM, c'est un très très bon langage. Hein. Par ailleurs, on a l'impression de faire du multithreading avec Node.js, parce qu'on est capable d'exécuter du code de façon très asynchrone, mais la réalité c'est que le langage est complètement monothreadé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul thread de processeurs qui traitent l'ensemble des exécutions, même si elles sont exécutées de façon asynchrone. Au contraire, alors que lorsqu'on va déployer certaines stacks applicatives côté DevOps, le DevOps peut mettre en œuvre des infrastructures qui vont être capables de démultiplier le nombre pas de processeurs, mais d'éléments qui calculent, et donc d'avoir un système multithread avec un langage qui serait monothread. Voilà. Ok. Voilà. Justement, dans la continuité de cette question-là, on le voit avec l'essor un peu du monde freelance. Les étudiants le voient, ils en parlent même entre eux, ou même avec donc, des gens de leur famille plus âgés qui ont des premières carrières en interne au sein des entreprises ou alors en cabinet de conseil / ESN, etc. Et derrière, il y a le monde du freelance qui n'a pas de beaucoup avec ses TJM. On entend énormément et de plus en plus parler d'argent dans le milieu de l'informatique. Se pose donc une question, même à tous ces mondes-là. Faut-il, dès sa formation, se spécialiser ou garder un esprit généraliste?
Alors là, je suis désolé, je vais faire une réponse de Normand. Il faut faire Ouais. les deux. Il faut être très spécialisé sur un domaine parce que se spécialiser, ça va conduire à la généralisation. Dans le sens où si je connais très bien le développement d'un langage, par exemple, Ouais. je sais pas, prenons Python par exemple, avec tout un tas de frameworks qui existent autour de Python. Donc je vais être super bon sur Python, et bien en fait le fait de devenir très bon sur Python va m'ouvrir d'autres voies assez rapidement vers des langages connexes, parce que je vais avoir besoin d'autres types de langages, d'autres frameworks, Par ou des exemple. frameworks connexes avec d'autres langages. Python se marie très bien avec Spark, par exemple. D'accord. Et donc d'ailleurs, ce qui a donné naissance à PySpark, hein, qui est un très bon ETL. Et donc du coup, on va élargir son spectre de connaissances. Et puis après, quand on va faire du Spark, et tiens, on va commencer à travailler un peu sur de la donnée, sur de la data, on va faire du big data. On va peut-être se concentrer un peu plus sur les façons dont on va stocker cette donnée, peut-être du MongoDB. Très bon système de stockage, hein, sur des systèmes assez vastes. Peut-être un peu d'Elasticsearch aussi pour faire de l'indexation. Voilà. Et donc on va agrandir progressivement son spectre de connaissances avec des technos qui vont venir s'additionner auprès de ce qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est pour la partie spécialisation. Et par ailleurs, il faut avoir l'esprit assez ouvert sur tout ce qui existe pour pouvoir bien comprendre dans quoi on évolue en fait. Mais une spécialisation, c'est bien. C'est quand même bien parce que, mais spécialisation vraiment très profond, hein, dans le sujet, parce que c'est ça qui va ouvrir la porte à d'autres sujets. Ça, en se spécialisant, on va avoir un effet, ce que j'ai appelé un effet sablier. Hein. Donc on va d'abord très fortement concentrer son point de vue, et puis après, dès qu'on est très pointu finalement sur un sujet, on commence à dériver et à connaître d'autres choses. Et ça va en s'écartant assez rapidement. Intéressant. Très intéressant. Il y a cet aspect technique. Il y a aussi l'aspect qui est de plus en plus non négligeable dans la tech, dans le secteur de la tech, qui est celui des soft skills. Mhm. Un étudiant, quel indispensable doit-il maîtriser selon toi vis-à-vis de ses soft skills? Qu'est-ce qu'il ne doit pas oublier? Qu'est-ce qu'il ne doit pas manquer par rapport à ça? Il faut être tenace. Il faut être tenace. Donc en soft skill, je mettrais ça, la ténacité, parce que ça marche jamais du premier coup. On voit souvent ces vidéos où on fait une bille qui descend sur un rail, qui va taper contre une planche, qui va en pousser un Ouais. ballon, etc. Et donc on voit toujours la vidéo de la fin, hein, où la bille descend bien, elle tape contre le bout de bois, qui tape contre le ballon, qui fait bouger une balançoire, et ainsi de suite. Sauf que la vraie vie, hein, c'est que le gars, il a fait bouger la bille, la brique n'est pas tombée, du coup, il recommence, il refait sa vidéo, il refait jusqu'à ce que la brique tombe, et ainsi de suite. Et on va faire des petits pas très progressifs jusqu'à arriver au schéma final où tout s'enchaîne bien du premier coup. On a l'impression que tout s'enchaîne bien du premier coup sans interruption. La vraie vie, c'est que ça s'interrompt tout le temps et ça ne marche jamais du premier coup. Donc il faut être tenace. Il faut rien lâcher. Quand on a un sujet, il faut être capable de changer de point de vue parce que au tout début, ça ne fonctionne pas. On essaye, avec c'est les compétences que l'on a, on peut ne pas y arriver, ça arrive. Et dans ce cas-là, la ténacité, c'est aussi capable de changer de point de vue en disant, bon, je ne sais pas faire, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour pouvoir le faire? Qui est-ce que je peux aller voir, non pas pour trouver une solution, mais pour m'apporter ce qu'il me manque pour avoir une solution qui fonctionne. Alors, Spécificité justement donc de l'ETNA, de notre école, c'est ce parcours 100% en alternance. Notre étudiant ou étudiante va donc se confronter très rapidement et même de manière immédiate au monde du travail pour pouvoir trouver son alternance. C'est votre cas chez EasyBourse. Vous avez en ce moment même 3 étudiants Tout à fait. de chez nous, chez vous. 3 très bons alternants. Et 3 très bons. Je fais un petit clin d'œil à ces 3-là, Emmanuel, Hichem et Mathurin. Ouais. Quelle est la première chose, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on regarde un petit peu en premier quand même, Mhm. que tu regardes lors d'une candidature? Alors, je te laisse le choix sur est-ce que c'est au moment de l'entretien, le CV, etc. Quelque chose qui vraiment est important pour toi. Le savoir-être, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut alors
en savoir-être? Le savoir-être, c'est une bonne éducation, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que cette personne va s'intégrer correctement avec l'ensemble de ses collègues. On va avoir des collègues de tous âges, hein, typiquement Emmanuel, je crois qu'il a 20 ans, tout rond, et j'ai des collègues qui ont 50 ans au sein de la même équipe, hein, ils vont travailler ensemble, donc il y a un écart générationnel qui est très important, et en fait, le savoir-être de l'ensemble de ces personnes, c'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir travailler ensemble, pouvoir communiquer, même s'ils n'utilisent pas le même langage, ils n'ont pas la même façon de s'exprimer, ils n'ont pas les mêmes attentes de part et d'autre, mais ce savoir-être, ce savoir-vivre, il est essentiel pour créer une communauté de gens qui travaillent ensemble, parce qu'on ne travaille pas tout seul dans une équipe, on travaille sur des sujets avec d'autres collègues, et donc avec qui on va devoir communiquer et travailler et collaborer pour atteindre un objectif. J'écoutais, je fais une petite parenthèse, mais Gérald Darmanin, notre ministre de la Justice, qui faisait un podcast il n'y a pas très longtemps et qui disait face caméra que ça lui est arrivé déjà de refuser des candidats parce que lorsque un de ses collaborateurs ou collaboratrices apportait un café à son candidat et que lui-même ne remerciait pas la personne qui lui servait son café, alors pour lui c'était un no-go. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les fondamentaux se perdent? Malheureusement, oui. Alors, je ne connaissais pas ce podcast de Gérald Darmanin, mais je le comprends pour le coup. Oui, c'est une réalité. Je l'ai fait d'ailleurs, je crois, sur une candidature de l'ETNA avec un candidat qui techniquement était super, hein. Il n'y a aucun problème, mais qui malheureusement avait manifestement un problème de savoir-vivre assez manifeste. Et du coup, c'était un no-go, effectivement. Ça peut arriver effectivement qu'on ne recrute pas forcément les meilleurs, mais être le meilleur ne correspond pas forcément à être le meilleur techniquement, quoi. Être le meilleur, c'est pas être le meilleur techniquement. Ça, c'est une certitude. Être le meilleur, c'est celui qui s'intégrera le mieux dans l'équipe en place. Et donc, celui qui aura la meilleure attitude. Voilà. Moi, je prends des cas tout simples, hein, mais lorsqu'on est tout seul dans une pièce et qu'on a une personne qu'on attend qui arrive, la moindre des choses, c'est de se lever. Bonjour monsieur, on se présente. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est ça le savoir-être, hein, finalement. C'est les règles de politesse toutes simples qui font qu'on est capable de vivre en société. Hyper important, je pense, de le rappeler. Est-ce que tu as en mémoire, c'est peut-être il y a quelques temps comme quelques années, enfin jusqu'à quelques années, est-ce que tu as en mémoire justement le recrutement d'un alternant qui t'a particulièrement marqué? Un alternant qui m'aurait particulièrement marqué. J'aime beaucoup mes alternants en général parce que quand je les recrute dans l'espoir qu'ils vont rester après une fois qu'ils ont fini leur alternance et qu'ils puissent progresser et grandir au sein de l'entreprise. On a un turnover très bas chez Easybourse, et justement parce que je suis vigilant à avoir une adéquation entre les personnes qui sont au sein de l'entreprise et puis surtout le fait qu'ils soient bien, tout simplement, qu'ils se sentent bien au sein de l'équipe. Donc dans les alternants qui m'auraient marqué, il y en a un effectivement, Christophe, je lui ferai un clin d'œil, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, je le linkerai probablement, qui était à la base un responsable de Starbucks. Okay. Voilà, donc un responsable du café, enfin un gérant d'un café Starbucks qui a voulu se reconvertir, qui s'est lancé dans l'alternance. Et à la fin de son alternance, il est devenu le responsable front d'Easybourse. Qui a contribué assez largement à avoir implémenté les technologies de type React au sein des technologies front d'Easybourse. Tu sais où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors il s'est lancé dans du freelance parce qu'il avait envie d'élargir son horizon, il avait envie de découvrir d'autres choses. Je crois qu'il en revient un petit peu maintenant de ce freelance. C'était bien au début, mais il a envie de se poser. Et maintenant il a envie de se reposer, de retrouver une situation plus, je ne vais pas dire plus tranquille, mais plus stable d'un point de vue projection, voilà, projection personnelle. La réalité du marché, on va dire même du monde de l'alternant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réussite telle par rapport à ce format de l'alternance qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'étudiants en alternance. Ce qui a provoqué quoi? Ce qui a provoqué donc une concurrence bien plus accrue qu'avant, plus de personnes sur la place. Donc, ça fabrique quelque part, on va dire parfois un petit peu de
un petit peu de désarroi et des étudiants qui peuvent parfois même un petit peu baisser les bras dans la recherche ouais. parce qu'on le voit même sur LinkedIn, on arrive, je crois, en même pas 1 heure ou 2 heures de temps à ce que une fiche de poste puisse atteindre en si peu de temps, en 1 heure ou 2 heures, c'est ce que je disais, les 100 candidatures. Donc bon, bah, les étudiants, et ça c'est la réalité, c'est de l'humain, peuvent, lorsque ça leur arrive pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, se dire mais est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Est-ce que je vais y arriver? La réponse c'est que je pense oui, avec de la ténacité on y arrive, mais est-ce que tu aurais un tips, parce que toi tu as fait l'alternance, que tu en recrutes, est-ce que tu aurais des tips, des retours d'expérience à partager à ces étudiants qui parfois désespèrent un petit peu Alors, dans leur recherche? oui, effectivement, il ne faut pas désespérer, il faut être tenace, mais le monde est petit dans l'IT en fait. Le monde est très petit, on en discutait encore hors caméra juste avant, on a des connaissances communes qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà. Et ben, on va toujours recroiser des gens, on dit ah mais on s'est déjà vu, on a déjà travaillé ensemble. Ça va vite, les gens se connaissent très très vite. Donc si on a un bon savoir-être, si on a des bonnes compétences et qu'on arrive à le prouver avec des projets aboutis, on a, on a, on trouve. On finit toujours par trouver. On trouve toujours un boulot, on a toujours quelque chose à faire. Le monde étant petit, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de quelque chose, d'une compétence que l'on a et qu'on aura besoin de mettre, sur le marché, enfin, qui va attirer quelqu'un sur le marché. Est-ce qu'il y a un tips? Non. L'alternance, c'est un formidable levier pour créer un tissu social avec d'autres personnes. Même si on n'en a pas conscience tout de suite, il est probable que ces autres personnes, on les recroise dans 2, 3, 4, 10 ans parfois. Et se disent, ah mais oui, on a bossé ensemble, ou on s'est recroisés au détour d'une conférence ou d'un autre event organisé par un tiers, et on va se retrouver, on va pouvoir discuter ensemble. Ce réseau social, il est hyper important parce que c'est toujours des opportunités finalement. En fait, la vie est faite d'opportunités que l'on n'a pas forcément vues d'une manière générale, et c'est qu'a posteriori qu'on s'aperçoit que soit on est passé à côté, soit on l'a prise, même parfois on n'a pas conscience des opportunités que l'on prend et que l'on déclenche. Pour nous, c'est la vie de tous les jours, hein, mais la réalité, c'est qu'en fait, une opportunité s'est présentée et on l'a saisie et puis on y est allé. Voilà. Revenons donc justement sur ton parcours, parce que les étudiants qui vont nous regarder, nous écouter, vont se dire à un moment donné, en tout cas pour les plus ambitieux d'entre eux, d'accéder peut-être un jour à ce rôle de DSI dans leur vie, vont se demander mais comment il en est arrivé jusqu'ici. Ma question, elle est simple, c'est quel a été ton premier job dans la tech lorsque tu as commencé à travailler? Alors j'ai commencé à travailler en 98, alors c'était en alternance, hein, mais en 98 j'ai démarré l'alternance, c'était chez Oracle, pour lequel j'ai commencé, je veux dire, quasiment en bas de l'échelle, hein, puisque j'étais technicien micro, tout simplement. Sauf que comme je m'ennuyais assez vite, on m'a donné d'autres choses à faire assez rapidement. Je me suis lancé dans le développement parce qu'on avait besoin d'un petit intranet et puis on a besoin de se faciliter la vie pour déployer plus rapidement des machines. Il se trouve qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé avec 800 machines sur les bras du jour au lendemain, et il a fallu trouver un moyen de reformater, de reprogrammer ces 800 machines pour 800 nouveaux autres collaborateurs qui allaient arriver au sein d'Oracle. C'est quand même une grosse structure, et ils ont un turnover qui était assez fort. Donc du coup, comment on fait pour que ces 800 machines soient disponibles? Alors je parle quand même de 98, hein, donc peut-être qu'aujourd'hui on aurait déjà tous les systèmes qui existent, tout fait, on n'a plus qu'à plugger, c'est parti. À l'époque, il n'y avait absolument rien. Et ben on prend sa disquette, parce que ça fait encore avec des disquettes cette affaire-là. Les cartes réseau n'étaient pas intégrées au PC, hein, c'était des cartes réseau additionnelles pour lesquelles il fallait des drivers, et on optimisait chaque octet pour que ça rentre dans la disquette et qu'on puisse faire en sorte que tout ça démarre. Voilà, donc ça a commencé comme ça a marché, j'ai formaté ces 800 et reprogrammé ces 800 machines en l'espace d'une dizaine de jours, je crois, au total. Hein. C'est ce temps de manipulation, hein, qui est long, parce qu'il faut des gros switches, hein, les 800 machines, on ne peut pas tous les brancher sur le même switch. Donc du coup, c'est ça qui a pris le plus de temps finalement.
Et puis après, donc, comme je disais, je suis parti sur du développement, j'ai découvert le PHP. Alors, on avait besoin d'un petit intranet parce qu'il y avait tellement de cartes réseau, de drivers différents, il fallait qu'on puisse y accéder rapidement. Du coup, c'est comme ça qu'est née ma partie développement, finalement, sur cette partie-là. Et à la fin, je me suis retrouvé dans un service un peu particulier au sein d'Oracle, hein, qui avait, comment dire ça, pour but de ah, difficile à expliquer en des mots simples cette partie-là, mais en gros, Oracle avait des besoins de vendre de la formation auprès de ses utilisateurs. Il fallait fournir des moyens pour que ces formations soient bien intégrées pour l'ensemble des gens qui allaient participer. Donc j'ai rejoint des équipes qui allaient préparer des éléments de formation pour les gens qui sont formés aux produits de type Oracle. Voilà. D'accord. Après ça? Après ça, j'ai quitté Oracle, justement, parce que c'était faire une expérience qui était intéressante sur cette dernière partie-là, mais qui ne m'avait pas plu plus que ça. J'ai rejoint une société qui s'appelait Domo Service. Rien à voir, c'est de la maintenance de chaudière, une boîte 100% française. On est toujours en alternance à ce moment-là ou Non, études terminées? Études terminées. Ok. J'ai rejoint Domo Service où je ne savais pas encore trop ce que j'allais faire, mais donc du coup, comme j'avais absolument pas envie de rester sans rien faire, j'ai pris un peu le premier job qui venait, Domo Service. Je me suis dit, bon tiens, ok, ils ont besoin de quelqu'un pour gérer leur support utilisateur. Je vais prendre et puis après je verrai ce que j'en fais. Et finalement, je suis resté 7 ans chez Domo Service, un peu malgré moi, puisque en fait, je suis rentré pareil au support utilisateur, mais en l'espace de 6 mois, je suis devenu responsable du service utilisateur. Voilà, je chapeautais les 14 personnes qui se baladaient en région, puisqu'il y avait 260 agences à cette époque-là. Chez Domo Service, c'est des éléments très, très locaux, c'est de la proximité. Et donc du coup, je m'occupais de ces 14 personnes et je m'assurais que l'ensemble des équipements informatiques de la boîte fonctionnent bien en dehors de la partie pure serveur. Domo Service a été racheté par une autre société qui s'appelait CGST Save à l'époque. Donc c'est devenu un groupe de 4000 personnes. Ok. Voilà. Et donc ils avaient 2 systèmes d'information. Totalement hétérogène, impossible à fusionner, impossible de migrer de l'un vers l'autre parce que les deux étaient très vieillissants. Et t'es arrivé très vite dans ta vie, le rapport à l'humain d'un point de vue management. Oui, par la force des choses, de toute façon mais comme je disais tout à l'heure, la vie est faite d'opportunités que l'on saisit ou qu'on ne saisit pas, mais on n'en a pas conscience au moment où on le fait. Typiquement, j'avais pas vu l'opportunité en fait de devoir faire du management à ce moment-là. Ça s'est présenté à moi et de façon très naturelle, je l'ai prise. Voilà, sans me dire ah tiens c'est une opportunité. J'avais pas forcément ce regard en fait à cette époque-là. J'avais 21 ans. Au moment où je suis rentré, j'ai pris le poste et en fait c'est que rétrospectivement que je me suis aperçu que l'opportunité était incroyable et que j'ai su la saisir de façon complètement naturelle. Voilà. Parce que ce qui est important de noter, c'est que tu es un passionné. Je suis un passionné, et c'est clair. Je trouve que par rapport à l'ensemble des personnes qui sont passées devant cette caméra et qui sont arrivées à des postes à responsabilité, on sent quand même qu'elles se réveillent le matin, non pas parce que c'est... alors oui, c'est le gagne-pain, il faut bosser pour vivre, mais on sent que c'est pour réaliser même parfois des choses un peu plus grandes que soi. C'est clairement ton cas, j'ai l'impression. Bah, plus grande que moi, je ne serais peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai conscience que il faut avoir conscience que quand on est un dirigeant, parce que c'est vraiment une question de direction en fait, hein, chaque décision que l'on prend, chaque mot qu'on va employer, même a un impact significatif sur un nombre assez important de personnes. Et je dis important parce que une mauvaise décision, ça peut être l'accident industriel, ça peut être la fermeture de l'entreprise, potentiellement ça peut arriver. Donc le poids de la responsabilité est important. Donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on prépare finalement doit servir à faire en sorte que
l'ensemble de l'entreprise puisse continuer à évoluer, à avancer, et dans un climat qui soit agréable, parce qu'on ne va pas au travail pour se faire du mal. On y va parce que c'est un dépassement de soi-même, parce que ça doit nous tirer vers le haut. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 7 ans, il en arrive à ce que tu bouges, ce que tu partes? Alors, en fait, je suis passé, donc je suis toujours chez Domo Service, je suis passé par plein de postes différents, donc j'étais responsable du service utilisateur. J'ai migré à la partie, ce qu'ils appelaient à l'époque Groupware, donc c'était toute la gestion des outils collaboratifs Ouais. de la structure. Ensuite, je suis passé par la partie infrastructure, donc, puisque du coup, comme il fallait monter un nouveau système nouvelle infra Mhm. pour l'entreprise, du coup, j'ai fortement contribué à gérer toute cette infra qui était hyper intéressante à monter. Je suis passé par également la partie cybersécurité. C'était en 2003 à cette époque-là, 2003-2004 même. Et du coup, la partie cyber commençait à poindre un peu, parce que finalement, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de tout le monde. Qui est l'esprit de tout le monde, mais je me permets de prie. te couper, mais là on voit justement que tu dessines ce rôle de DSI quelque part. On démarre sur un rôle support, utilisateur. Derrière, tu en vas donc jusqu'à travailler auprès de l'infra. Le développement est aussi passé par là. Ouais. Donc on sent que là déjà tu touches à l'ensemble des fonctions qui comportent un système d'information. Oui, très clairement, mais c'était déjà mon objectif, hein, comme je suis un passionné de ce sujet-là d'IT depuis mon jeune âge. Du coup, je ne voyais pas les choses autrement encore sur cette partie-là. Le management est arrivé tôt et tard à la fois. C'est arrivé très tôt, parce qu'en 2001, oui, c'est en 2001, c'était il y a 24 ans. L'âge de l'Etna, non, pas loin. J'avais pris en charge ces personnes-là, mais c'est arrivé de façon assez naturelle, en fait. Mais toujours guidé par ma compétence technique, en fait, hein, parce que si à l'époque, en 2001, j'ai pris en charge ce pôle-là, c'est parce que techniquement, j'étais capable de supporter l'ensemble des personnes et d'être opérationnel pour les 14 personnes simultanément, et d'arriver à coordonner leurs actions et de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde en permanence. On parle quand même d'une époque, hein, où les réseaux permanents, ça n'existait pas, ou très peu. Mhm. En l'occurrence, on avait des lignes avec quelques kilo-octets de débit pour faire tourner toute une entreprise. C'était très complexe, en fait, à gérer, hein. Et même si j'étais ça, veut tourner encore sur des modems, hein. Ce qui fait que tous les soirs, on avait des modems qui se connectaient et qui envoyaient leurs données, qui se déconnectaient. Donc les réseaux permanents, c'était encore quelque chose de très différent. Donc il y a cette responsabilité Ouais. qui en va jusqu'à la direction quelque part infra. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors après mon passage, j'ai quitté en fait Domo Service, qui à la fin s'appelait Savelis d'ailleurs. C'était l'avant-dernier nom de l'entreprise, puisque maintenant c'est NG Home Service, qui a été racheté donc par NG, hein, bien évidemment. Donc j'ai créé une entreprise. J'ai créé une entreprise avec deux autres collaborateurs, qui s'appelait Soliland. C'était un peu précurseur à l'époque, hein. Le but, c'était de financer des associations avec les revenus d'affiliation qui sont générés par toute la partie publicité et puis rétrocommission sur les achats. Typiquement, aujourd'hui, quand on achète un appareil photo, il y a sur Internet, hein, et qu'on est passé par un comparateur, il y a une rétrocommission finalement du vendeur auprès de l'affilié qui est apporteur d'affaires. Et donc, du coup, notre proposition de valeur, c'était de donner 50% de cette rétrocommission, qui pouvait aller jusqu'à 30% du produit, hein. Donc c'est du coût du produit. Donc donner 50% de cette rétrocommission à l'association de son choix. D'accord. On avait tout un catalogue de produits, on agrégeait en fait tout un tas de catalogues de produits, on les proposait sur le site et on achetait sur son site en ligne comme on le fait d'ordinaire, hein, sans surcoût, sauf que une part de son cashback en fait finalement est donnée à l'association de son choix, les Restos du Cœur ou autre association. Il y avait 500 assos à l'époque. Quand même. C'est une aventure qui Ça a duré un an. dure un an. Ça a duré un an. J'ai dû m'arrêter tout simplement pour raison de santé. C'est là où, effectivement, dans les petites erreurs que l'on sait... Trop tirer sur la corde. Voilà, exactement.
trop tirer sur la corde. Parce que quand on bosse pour soi-même, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est pas loin d'être une drogue en fait, hein, parce que tout ce que l'on fait, on fait pour faire grandir l'entreprise. Quand on a l'esprit d'entrepreneuriat, on y va à fond et effectivement le corps à un moment on dit non, c'est plus possible. Ah, bien sûr. Et je me suis dit bon, de toute façon, manifestement, il aurait fallu que je continue sur le même rythme encore pendant relativement longtemps. C'était incompatible avec une vie de famille, avec même une vie sociale, parce que du coup on fait quasiment que ça. Je me suis dit bon, ça vaut pas le coup, faut que je m'arrête. Et j'ai quitté l'entreprise. Comme de toute façon je sais pas m'arrêter de travailler, j'ai repris un job, le premier qui venait. Voilà, donc je suis devenu responsable du développement chez Poweo. Poweo, c'était, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une entreprise, un fournisseur alternatif d'énergie. D'accord. Comme on doit encore avoir Direct Energy aujourd'hui, Ouais. je pense qu'il existe. Donc c'est un concurrent de Direct Energy, hein. Donc j'ai pris en charge le pôle développement pour toute la partie pro de Poweo. J'y suis resté une dizaine de mois puisque l'entreprise a été rachetée par une société autrichienne qui a décidé de liquider à peu près tout ce qui se passait. Donc du coup, l'ambiance commençant à devenir délétère, je me suis dit bon, j'ai pas envie de me battre avec des gens qui manifestement en plus sont là, ils vont perdre leur boulot. Enfin bon, voilà, je préfère, comme il y avait un plan de départ volontaire, je me suis dit ok, je vais pas rester dans cette ambiance qui me plaisait pas. Je vais sortir de là. Et puis il est arrivé EasyBourse directement, puisque un des fondateurs de l'entreprise quittait l'entreprise. Donc c'était donc celui qui s'occupait de toute la partie IT de l'entreprise, quittait la boîte. Il fallait quelqu'un pour remplacer. Un chasseur de tête est tombé sur mon profil. On a bien matché en discutant. À ce moment-là, le bagage technique, il est donc validé sur tous ces aspects pour que ce soit toi qui prenne le job. Donc ma question, elle est, si je la reformule, est-ce que c'est la technique, bien évidemment l'humain, etc., mais est-ce que la technique a beaucoup joué à ce moment-là? Tu étais au top de ton niveau? Est-ce que j'étais au top? Je te dirais non, puisqu'aujourd'hui je suis bien plus compétent que ce que j'étais à cette époque-là. Là, ça remonte à combien de temps? C'était 2009. 2009. 2009. Okay. 2009. Non, je pense que ce qui a matché, c'est le côté humain. Okay. C'est encore une fois, c'est le savoir. Bon d'entendre. C'est le savoir-vivre. C'est ça qui a matché. J'étais bon techniquement, hein, mais ce qui a matché, c'est l'humain. On a discuté ensemble avec Florian, qui était le patron d'EasyBourse, hein, qui s'en allait. Il m'a dit, pendant l'entretien, il m'a dit ok, c'est toi. C'est toi qu'il faut pour la boîte. Et donc du coup… sur justement la base de 2009 jusqu'à aujourd'hui, entre ce que tu as récupéré et ce qui est existant aujourd'hui, cette femme, hein, EasyBourse, Ouais. je la vois comme une femme, cette femme, on va dire, non, mais cette entreprise, blague à part, comment a-t-elle évolué dans son environnement technique? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses existantes depuis ton arrivée, ou est-ce que tout a dû se transformer par rapport à tout ce qui existe de nouveau dans la tech, parce que Tout a changé. Tout a changé. Tout. Raconte-nous ça. En fait, quand je suis arrivé chez EasyBourse, hein, donc le Florian qui était le patron d'EasyBourse à l'époque, enfin juste avant le rachat par la Banque Postale, m'a dit bon bah tiens, voilà les clés. Et donc en ouvrant, je vois quoi? Je vois une équipe de développement qui était là, hein. Donc ils avaient pour tout système d'information un serveur, un PC au milieu du bureau des devs, hein, et une Freebox. Ça, c'était le système d'information d'EasyBourse, et tout le reste était presté à droite, à gauche, chez des partenaires. Donc il n'y avait absolument rien en fait, hein. Il n'y avait quasiment pas de système d'information. C'était le néant. Et je me suis dit bon bah ok, faut tout faire. Et c'est parti. On a construit, on a monté les lignes. J'ai installé des serveurs, j'ai déployé des outils, on a mis en place des process. Tout le process de développement qui est quasiment le même en fait encore à l'époque. Alors
tout tournait autour de SVN à l'époque, c'était encore SVN, hein, avant de devenir Git aujourd'hui. Et l'ensemble des outils ont évolué de façon drastique depuis. Donc on est passé d'un PC avec une Freebox au-dessus à aujourd'hui une infrastructure 100% Kubernetes. Sur du bare metal, hein, donc avec très peu de machines virtuelles, seulement pour certains composants, en data center, bien évidemment, des data centers connus du marché, des produits 100% open source hein, aujourd'hui, hein, tout ce qu'on emploie, mais ça c'est pour une question de low cost, hein, parce qu'EasyBourse c'est comme une entreprise low cost. Aujourd'hui on est moins cher que Boursorama, quoi qu'il arrive, c'est notre positionnement, on est moins cher que Boursorama. Et pour ça, il faut arriver à minimiser ses coûts. Donc l'open source de ce point de vue-là est hyper efficace puisqu'on ne paye pas de coûts de licence. Et puis on ne subit pas non plus les augmentations massives qui peuvent encore s'opérer aujourd'hui sur certains types de produits. Donc du coup le système aujourd'hui, donc on est passé de cette Freebox à aujourd'hui un système complet. On a en prod, on a 600 pods qui tournent en permanence. On en a également sur hors prod, ce que j'appelle le hors prod, c'est tout ce qui ne contient pas de données clients en fait, hein. D'accord. J'ai segmenté l'ensemble du système d'information de façon à ce que tout soit très compartimenté. Et donc la partie prod est sur un cluster et la partie hors prod, donc tout ce qui est pour notre usage interne en fait, est sur un autre cluster, avec des passerelles très surveillées évidemment pour pouvoir y accéder. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Kubernetes, hein, la première version, je ne vais pas appeler ça stable parce que c'était une des premières versions de Kubernetes tout court, hein, c'est 2016. Voilà, la Freebox, c'est le PC au milieu du bureau, c'est 2009. Il s'est passé des choses entre-temps. On est passé par de la virtualisation, on est passé par de la dockerisation, puisque quand Docker est arrivé, ça c'était en 2015, j'ai sauté sur le sujet. Je me suis dit, Docker, c'est ce qu'il faut. C'est le produit technique qui va emmener le reste de l'infra pendant longtemps, ou plus exactement la conteneurisation qui allait emmener le reste de l'infra pendant relativement longtemps. Donc on est passé par toute une interface, par toute une phase également sous Docker directement, même avec du Swarm, hein, pour ceux qui connaissent ou qui ont envie de s'intéresser. C'était le produit fourni par Docker pour faire de l'orchestration comme le fait, qui est l'équivalent plutôt de ce que fait Kubernetes, puisque c'était bien moins efficace que ce que fait Kubernetes, pour arriver aujourd'hui sur de la full conteneurisation sur l'ensemble de notre système d'information. Par rapport à ton SI, ton plus gros défi pour le futur, est-ce l'IA ou pas? Alors, l'IA, c'est pas un sujet SI en fait, de façon assez peu intuitive. C'est un sujet quasi sociétal. L'IA va changer le monde, c'est une certitude. Aujourd'hui, on voit même Nvidia qui retarde le lancement de ses GPU sur demande, je dirais, des grands de ce monde, parce qu'ils savent exactement ce que ça va provoquer dans l'ensemble de la vie des gens. Donc on sait que les prochaines gammes de GPU plus performants que ceux qu'on utilise aujourd'hui, qui sont plutôt des H200, vont sortir en 2027. Et ils sont déjà prêts en fait. Donc c'est même pas une question de rentabilisation des technos qui sont déjà aujourd'hui, parce qu'en fait la demande est telle en termes de GPU que s'ils le sortaient aujourd'hui, ils les vendraient 100 000 euros et ils les vendraient 100 000 euros pièce et les gens l'achèteraient. Enfin, les entreprises les achèteraient parce que c'est un vrai changement, de paradigme comme on a connu. Alors comme moi je l'ai connu en tout cas avec l'arrivée d'Internet. Il y avait le avant et le après Internet, et il y aura le avant et après l'IA. L'IT va être touché, bien évidemment, mais de la même façon que l'ensemble des autres services vont être touchés. La compta va être touchée, le juridique va être touché, le commercial va être touché, le marketing va être touché, l'opérationnel va être touché. Tout va être chamboulé par l'arrivée de l'IA, c'est une certitude. Et par rapport à ton activité, est-ce que demain, donc justement, la compétence IA devra être une compétence, selon toi, commune à tous ces étudiants en alternance, ces jeunes diplômés, ceux qui cherchent un premier job? Ça dépend de ce qu'on appelle la compétence IA. Aujourd'hui, ce qui est presque un prérequis, c'est de savoir utiliser l'IA. Ça, c'est une vraie compétence à mettre en avant.
si on sait utiliser l'IA, et c'est encore très complexe aujourd'hui. On implémente de l'IA chez EasyBourse et on l'implémente, et c'est malgré un peu ce côté précurseur, parce que ça fait quelques mois maintenant, voire années, qu'on travaille sur le sujet. Je vois bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est difficile à faire intégrer je dirais, aux moins aguerris techniques des équipes. Et pour autant, c'est eux que ça doit le plus aider, puisque l'IA ne pense pas à notre place, elle va taper à notre place. Il faut vraiment la voir comme un scribe, sauf que si on ne sait pas déjà ce que l'on veut à la sortie de l'IA, on n'aura jamais le résultat attendu. Voilà. Si on n'est pas capable de lire finalement le résultat qu'elle produit, on n'est pas capable de comprendre ce qu'elle explique, on n'aura pas une vraie compétence à l'usage. Voilà. Ça demande beaucoup de formation en fait. Et en fait, ça demande un niveau de compétence sur ses propres technologies très important pour pouvoir utiliser efficacement l'IA. J'ai travaillé dessus, j'ai utilisé l'IA pour développer l'IA chez EasyBourse, ça paraît un peu contre-intuitif comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Et ce que j'ai fait en l'espace de quelques mois, il m'a fallu probablement quasiment 1 an pour le faire. C'est énorme. Le gain de temps est gigantesque en fait. Je peux faire aujourd'hui en 10 minutes ce que j'aurais mis probablement 2 jours à faire. C'est énorme. Le gain, et c'est en ça que ça va changer le monde. C'est qu'il y avait des tâches aujourd'hui qui prenaient énormément de temps, qui prennent 1, 2, 3 jours, qui vont se faire en l'espace de quelques minutes. Et tout va s'accélérer d'une manière vraiment très, très, très significative. Parce que l'histoire nous a appris qu'il y a des métiers qui, de par des nouvelles technologies, sont amenés à être supprimés. Est-ce que même donc, le secteur de l'informatique et les métiers qui composent l'informatique, de par l'IA, il va y avoir des métiers qui, dans quelques années, ne vont plus exister? Alors oui et non. Encore une fois, l'IA est un outil. C'est pas un agent type. Je pensais aux séries de science-fiction. C'est pas un robot qui va faire les choses à notre place. Non, c'est un outil qui va nous aider à être plus efficaces dans la vie de tous les jours. Mais ce que ça veut dire que ceux qui survolent un sujet sans vraiment le maîtriser seront peu capables d'utiliser l'IA, parce que l'IA aura comme prérequis le fait de bien maîtriser le sujet avant de l'utiliser. Alors que ceux qui connaissent bien leur sujet, ce seront ceux qui l'utiliseront le mieux, parce qu'au lieu de mettre 3 jours à produire ce qu'ils devaient produire d'ordinaire, ils mettront plus que 10 minutes. Très clair, très clair. On va finir avec une dernière partie. C'est une partie un peu question-réponse tac au tac. Bon, s'il faut que tu développes, tu développes. On l'a appelé le kit de survie de l'étudiant, pour donner encore une fois des réponses très concrètes à cette population qui se pose beaucoup de questions. Donc, bon, voilà, je vais essayer vraiment de te demander de jouer le jeu un maximum. Allez, j'essaye. Donc je regarde, on a 4 questions. Si tu devais donner un conseil à un étudiant qui nous écoute, ce serait lequel? Un conseil. Creuse à fond. Prends ton sujet et gère-le jusqu'au bout du bout. Deviens pointu sur ton sujet. Une ressource, livre, vidéo, podcast, outil, tout ce que tu veux, que tu recommanderais justement vivement à un étudiant. Ce que je leur dirais régulièrement, c'est savoir lire. Parfois c'est trop en diagonale. Ouais, c'est souvent trop en diagonale. Ou alors on fait pas l'effort, on va sur ChatGPT et on tape la question en espérant avoir la bonne réponse, alors qu'en fait, shit in, shit out. Quand on pose une question de travers à ChatGPT, il répondra de travers. Oui, donc face à la ressource, toi tu dis, avant par les ressources, déjà respecter la consigne, quoi. Savoir lire. Et je le dis encore à tous mes alternants. Est-ce que vous avez lu la doc? Je dis, ah ouais, mais on a fait ci, on fait ça. Non mais, est-ce que tu as lu la doc? Ouais, ok. T'as vu ce qui avait marqué tout en haut de la doc? Ah, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu que je fasse. Oui. Comme quoi, les fondamentaux, savoir lire. Côté soft et aussi côté tech, côté documentation, point à la ligne. Une habitude, une méthode de travail, ou une méthode de travail que tu aurais aimé adopter plus tôt. Une habitude.
Être plus aussi un truc que j'aurais aimé faire plus tôt, c'est être bien consigner tout ce qui a été fait, tout ce que j'ai réalisé de façon à pas, ouais, c'est étonnant, hein, mais on a tendance à produire beaucoup, à faire énormément de choses, sauf qu'en fait on se le note pas. Et donc Ok. on a le produit fini, mais on n'a pas comment on l'a fait. Ou qu'est-ce qu'on a réalisé au fur et à mesure en fait. Et d'avoir cette capacité à, à faire une rétrospective finalement de comment je m'y suis pris, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait avec. Ça c'est hyper intéressant parce que c'est ça qui permet de rentrer dans un cycle d'amélioration continue. Tu t'es déjà retrouvé face à des choses que tu avais déjà réussi à résoudre et après, à coup, tu te dis, c'est bête, il y a 2 ans, ça je savais le faire, ça je sais plus le faire. Ouais, ou tout simplement de me gratter la tête, je retombe sur un problème similaire, je ne sais plus exactement ce que j'avais fait, parce que j'ai traité des millions de choses entre les deux, alors que cette rétrospective, elle est hyper intéressante, en fait, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la méthodologie agile, hein. Alors ça porte beaucoup de noms aujourd'hui, cette méthodologie agile, mais le fait de bien consigner tout ce qu'on a fait, la façon dont on l'a fait, ça permet une rétrospective qui rentre dans un cycle d'amélioration continue. Et ça, je trouve que j'ai fait tardivement finalement dans mon cursus, D'accord? de rentrer dans une phase où dans tout ce que je fais, dans tout ce que je réalise, alors pas forcément que sur des parties techniques, hein, même sur des parties un peu plus gestion humaine, d'être capable de faire une rétrospective, de me dire est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon. C'est la façon dont je me suis pris. Ok, on peut le voir au résultat, hein, mais est-ce que la façon dont je me suis pris, c'était la bonne façon de faire ou pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris du temps. Ça, quelque part, c'est un peu la rédaction d'un journal intime, hein. Hmm. Mais en fait, c'est hyper intéressant de pouvoir se relire plus de quelques mois, voire années après, et se dire ça c'était pas mal ou non, ça j'aurais mieux fait de faire autrement. Pour terminer, un mot, une valeur que tu gardes en tête tout au long justement de ta carrière jusqu'ici. Oh, le groupe, une entreprise, c'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Et ce qui fait avancer l'entreprise, c'est la cohésion de ce groupe, c'est la façon dont on gère les interactions entre les gens, dont on arrive à tirer le meilleur de chacun, de Bien sûr. façon à être le plus efficace. Donc c'est le groupe, ouais, c'est l'humain qui va tirer tout ça. Je prends à la volée ce que tu viens de Vas-y. nous dire ici pour justement le donner aux étudiants qui ont beaucoup de travaux de groupe, notamment à l'ETNA. C'est certainement le cas dans beaucoup d'autres écoles. Force est de constater que lorsque le groupe va mal, peut-être que ça empathie sur les projets de ces groupes, justement. Donc préservez-le et faites-le le plus tôt possible. C'est un peu le message qu'on leur fait passer, quoi. Si le groupe va mal, c'est pas forcément de la faute des autres. L'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont toujours tendance à se dire, bon, bah, c'est lui qui gère, il sait faire, on va le laisser faire. Ou c'est de sa faute si ça marche pas. Voilà, c'est souvent en fait se remettre en question soi-même, c'est la première marche de faire avancer la cohésion de groupe. Comme quoi, on a fait un échange aujourd'hui avec un DSI, on aurait pu se dire qu'on aurait pu partir très très loin dans des compétences bien spécifiques, sur des sujets très pointus, etc. Et pourtant, je trouve que le résumé de notre échange, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire de la ténacité, je reprends tes termes, et respecter aussi des fondamentaux humains sur le soft. Et derrière, savoir, bon, quand même que être passionné, ça aide beaucoup dans ce milieu-là. C'est presque une nécessité, hein. Faut pas se lancer faut pas se lancer dans ce métier pour un boulot alimentaire. On serait vite déçu. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de taper de la ligne de code. Il faut avoir envie de tester des nouvelles technologies chez soi le soir. Il faut avoir envie de déployer un Olama sur sa carte graphique pour voir ce que ça fait et lancer un petit modèle en 7B pour voir comment ça tourne sur son PC chez soi. Hyper intéressant. J'espère qu'ils vont être bon nombre à écouter tes paroles. Un immense merci, Mais Cyril. je t'en prie, Wilfried. On te souhaite le meilleur pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà aussi, peut-être pour le meilleur pour la suite? D'avoir autant de clients que Boursorama. Ok, c'est déjà pas mal. Bon, et écoutez, un immense merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Merci.